Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 20 novembre 2025 et notre ami Andrei Martianov est avec nous. Bon retour parmi nous, Andrei. Avec plaisir. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à toucher davantage de personnes. Et Andrei, commençons par Donald Trump. Oh mon Dieu, il parle d'un plan en 28 points. Qu'est-ce que c'est? Jusqu'à présent, du côté russe, Maria Zakharova a déclaré qu'il n'y avait rien à discuter. Mais il semble qu'il l'ait officiellement remis aux Ukrainiens. Que savons-nous à ce sujet? Et quelles sont les réactions du côté russe? Eh bien, les Russes en ont ri. Je veux dire, c'est un plan en 28 points. Avant cela, c'était 12 points. La prochaine fois, ce sera 42 points. Je peux inventer ce genre de plan sans arrêt. C'est toujours une tentative de geler la situation le long de la ligne de front actuelle. C'est voué à l'échec dès le départ, pour ainsi dire. Donc oui, il joue avec des idées qui étaient déjà sur la table en 2022. Cela aurait pu être fait à ce moment-là. Mais évidemment, nous savons ce qui s'est passé. L'administration Biden, par l'intermédiaire de cet imbécile venu de Londres, Boris Johnson, a saboté les négociations d'Istanbul en 2022. Et en réalité, l'opération militaire spéciale n'a vraiment pris toute son ampleur qu'en avril 2022, quand il est devenu clair que l'OTAN voulait jouer le jeu. La Russie a dit « Très bien, nous sommes dans le jeu ». Et depuis, c'est ce que c'est. Et oui, l'Occident a été vaincu. Ils doivent dissimuler cette catastrophe qui s'est déjà produite. Et bien sûr, on peut voir à quel point l'OTAN a été démilitarisée et en somme, humiliée. Donc oui, ils vont inventer toutes sortes de plans. Mais comme l'a justement déclaré Maria Zakharova hier, nous n'avons rien reçu. Si vous avez quelque chose à proposer, allez-y. Gardez à l'esprit que Zelensky est le sale type de Washington. Pour Trump, il est trop tard. C'est désormais sa guerre. Il aurait pu agir autrement, mais nous savons qui il est et ce qui le motive. Voilà. Ils doivent maintenant vivre avec les conséquences de tout cela. Et en réalité, comme l'a déclaré M. Ushakov, il n'y a aucune consultation entre nous et les États-Unis sur ce sujet. Nous avons des contacts, mais je le cite, « Il n'y a actuellement aucune consultation en cours ». Voilà. L'argument des États-Unis est que Kirill Dmitriev négociait au nom des Russes avec Steve Whitcomb et le gendre de Trump. Trouves-tu crédible, Dmitri, qu'il ait pu négocier d'une manière ou d'une autre, sans en informer, par exemple, Maria Zakharova? Non, non, non. Évidemment, les Russes savaient ce qui se passait. Mais les Russes sont très légalistes, ce qui est la seule voie à suivre, surtout à l'occasion du 80e anniversaire du début des procès de Nuremberg. Et il y a eu des déclarations importantes faites par Sergei Lavrov. Rien de moins. Évidemment, les Russes sont au courant. Mais le point essentiel, c'est que vous voulez jouer le jeu, comme, vous savez, dans Dune de Frank Herbert. Les formes doivent être respectées. Soit vous respectez les formes, soit vous agissez en dehors du cadre du droit international. Et si vous écoutez les propos de M. Lavrov d'il y a 2 jours, à propos de la sortie de ce documentaire intitulé Nuremberg, il a correctement rappelé l'histoire des procès de Nuremberg et expliqué que les idées et la vision métaphysique du droit international trouvent leur origine dans les procès de Nuremberg. Parmi bien d'autres choses, comme nous le savons, par exemple, les Nations Unies. Mais les Russes sont très vocaux à propos du nazisme. Ils ont une définition et des critères très clairs pour juger de ce qui est du nazisme et de ce qui ne l'est pas. Et encore aujourd'hui, vous savez, Lavrov le répète. Mais encore une fois, les États-Unis ont soutenu un régime nazi. Le régime de Zelensky est un régime nazi, en plus d'être évidemment anticonstitutionnel et illégitime.
Que puis-je dire? Je veux dire, les Russes peuvent jouer à ce jeu aussi longtemps qu'il le faudra, vous savez. Cependant, la situation sur les lignes de front en dit long. Et c'est pourquoi il y a tant de désespoir et de panique, et toutes sortes de déclarations bizarres. Vous écoutez cela? Bon sang. Ces gens ne sont pas dans leur bon sens, vous savez. Vous savez, nous avons entendu le chef d'état-major français, il parle de la France, dire que les Français doivent être prêts à perdre leurs propres enfants. Pensez-vous qu'ils soient sérieux avec ce genre d'argument de leur part? Veulent-ils vraiment se battre contre la Russie? Eh bien, je veux dire, beaucoup d'entre eux sont militairement incompétents, et je m'attends à ce que le niveau intellectuel, pour ainsi dire, et le niveau professionnel de l'OTAN déclinent encore davantage. Certains croient à ces absurdités, d'autres le font simplement par opportunisme politique, parce qu'ils pensent devoir assurer leur carrière. Mais oui, il se pavane comme le clone qu'il est. Si la France supprime sa dissuasion nucléaire indépendante, qui est essentiellement l'héritage du dernier grand Français, Charles de Gaulle, que reste-t-il à la France? Rien. C'est la même armée pathétique, enfin légèrement meilleure que la Bundeswehr, ou vous savez, que l'armée du Royaume-Uni. Mais elle est aussi, oui, incompétente, plutôt lâche. Les Russes ont dit « Envoyez-nous vos Leclerc ». Tout le monde a envoyé ses chars, des Léopards, des Abrams, des Challenger, et tous, bien sûr, ont été détruits. Alors pourquoi ne pas envoyer vos Leclerc? Oh non, ils ne veulent pas faire ça. Ils préfèrent rester derrière le dos de leur chair à canon, avec les États-Unis d'ailleurs, en Ukraine. Et les seuls, je crois, volontaires français dans l'opération militaire spéciale ont été, vous savez, connus pour des atrocités contre la population civile. Fait remarquable, il existe une sorte de vieille tradition dans les relations soviétiques, françaises et russo-françaises. Il y a en réalité de vrais Français, des citoyens français, qui combattent du côté russe. Il y a même un bataillon anglo-saxon là-bas, qui est probablement aujourd'hui de la taille d'un régiment. Ainsi, il y a pas mal de bonnes personnes d'Europe occidentale qui se battent aux côtés de la Russie. Mais je veux dire, l'establishment en France est pathétique. Le pays lui-même est pathétique. Il est en train de se désintégrer et il ne va pas exister en tant que nation française encore très longtemps. Je crois avoir prévu cela pour environ 2050, certains disent 2035. Donc, la France en tant que nation aura disparu. André, regarde cette image. Tu vois que les importations de l'uranium en provenance de Russie dépassent l'aide à l'Ukraine de 124 milliards d'euros. S'ils étaient honnêtes, tu verrais la différence entre les deux. Le soutien à l'Ukraine s'élève à 187 milliards d'euros et ils reçoivent quelque chose comme 311 milliards d'euros. Ils envoient de l'aide à l'Ukraine, mais ils achètent à la Russie. Et la différence est tout simplement incroyable. Regarde ça. On dirait que la réalité est ignorée en Europe. Malgré tout ce qui se passe en ce moment en Ukraine, la réalité d'une Europe sans la Russie, eh bien, ils essayent de dire qu'ils peuvent survivre sans la Russie. Tu peux survivre, bien sûr, mais tu déclines. Oui, ils vont tomber d'une manière ou d'une autre. Monsieur Novak, le premier vice-premier ministre et l'homme responsable du secteur énergétique russe, est une figure d'une importance monstrueuse dans le monde de l'énergie. Les professionnels le savent bien. Il a déjà déclaré en mars, ou non, en juin de cette année, qu'ils avaient essentiellement achevé le transfert des flux et des lignes d'approvisionnement énergétique vers l'Est. Et une fois que ces derniers contrats à long terme auront expiré, des contrats que la Russie continue d'honorer par obligation, ce sera terminé. Donc oui, les États-Unis voulaient remplacer la Russie comme principal fournisseur d'énergie de l'Europe.
D'accord. Les Russes ont transféré tous ces flux énergétiques vers l'Inde, enfin principalement vers la Chine et d'autres endroits. Les États-Unis n'ont pas la capacité de faire cela. Donc, ils vont utiliser toutes sortes de choses, comme le bois de chauffage, pour chauffer leurs maisons et ce genre de choses. En gros, leur industrie est en train de s'arrêter pendant que nous parlons. Cela se passe en France, cela se passe en Allemagne, avec une accélération incroyable. Il en va de même pour le Royaume-Uni et le reste des pays européens. Ils ont fait leur choix, ils ont fait leur lit et ils devront y dormir. Donc oui, l'Europe, en tant que puissance industrielle, est en train d'être effacée. Et la question est bien sûr, oui, ils voulaient de l'énergie américaine qui reste encore en pénurie. Donc oui, bonne chance. Que puis-je dire? Les Russes disent, vous savez, faites leur signe d'adieu. Il n'y a rien à discuter avec les Européens. Et comme l'a dit Sergueï Lavrov aujourd'hui, la Russie continuera à combattre le nazisme. Le nazisme lève la main en Allemagne. Il a toujours été là. L'Allemagne, surtout l'Allemagne de l'Ouest, n'a jamais été dénazifiée. Grattez n'importe quel Allemand de la partie occidentale, en particulier, et vous trouverez soit un officier SS, soit un soldat de la Wehrmacht qui a combattu sur le front de l'Est. Alors, oui, à quoi vous attendez-vous? Ces gens détestent les Russes. Donc, eh bien, la Russie a dit, ça suffit. Au revoir. Quoi qu'il arrive à l'Europe, tout le monde s'en moque. Je pense qu'il y a quelques instants, avant de passer en direct, Andrei, nous avons appris que Poutine a déclaré que les objectifs de l'opération militaire spéciale devaient être atteints sans exception. Est-ce une réaction au soi-disant plan Trump en 28 points? Oui, il rendait visite au poste de commandement de l'un des groupes d'armées sur le front. Et oui, il a aussi précisé qui sont ces gens en Ukraine. Une bande de criminels assis sur leur portail d'or, en gros. Voilà. C'est essentiellement leur déclaration de politique. Que puis-je dire? Mais encore une fois, ces gens-là, si vous regardez, disons, le corps des officiers, le plus haut corps des officiers de l'OTAN, du Pentagone vers le bas, ces gens ne comprennent pas à quoi ils ont affaire. Ils sont à ce point incompétents. Un général américain, par exemple, est devenu un mème en Russie maintenant. Et ces gens-là, sans même parler de ces clones venus de France qui pensent encore être une grande puissance, ou du Royaume-Uni, qui n'est même pas capable de déployer une brigade complète, armée et dotée d'une table d'organisation et d'équipement correct sur le front. Ce sont vraiment des forces motrices, sans véritable formation militaire ou académique sérieuse parmi elles. C'est un fait établi que sur le plan académique, aucune institution militaire ou éducative en Occident ne peut rivaliser avec les académies militaires russes, qui forment le corps des officiers au niveau tactique lorsque ces lieutenants obtiennent leur diplôme. Ensuite, on accède à ce qui correspondrait au collège de guerre. En Russie, on les appelle des académies, puis à l'académie de l'état-major général. Mon Dieu, c'est une toute autre histoire, vous savez. Alors, que puis-je dire? Nous avons une génération qui a été complètement abrutie, endoctrinée. Et c'est pourquoi, pour revenir à ce que tu m'as demandé au départ, sont-ils sérieux? Certains le sont. Ils y croient vraiment. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Mais la réalité, c'est que les couches réalistes des professionnels de l'armée et du renseignement qui sont encore là, ils tirent la sonnette d'alarme en criant « Mon Dieu, c'est fini ». Alors si quelqu'un veut vraiment se battre contre la Russie, eh bien qu'il y aille, on verra ce qui va se passer. Et ces crétins, quand ils disent « Oui, l'armée française, il faut se préparer, tu sais, 1000 hommes supplémentaires, peu importe. Les gars, votre armée entière serait anéantie en 2 semaines. » Et tu ne peux pas leur expliquer. Tu n'auras pas 1000 hommes. Tu auras en gros une brigade par jour pratiquement anéantie. Comment peux-tu leur expliquer ça? Ils n'ont pas la formation professionnelle adéquate. Ils n'étudient pas les opérations.
Ce qu'ils étudient, eh bien, tu sais ce qu'ils étudient. La guerre du Golfe, comment écraser des armées de troisième ordre. C'est la seule chose qu'ils étudient. Et soudain, on leur montre ce que la Russie peut faire, rien qu'avec sa main gauche, la droite attachée dans le dos. Et certains commencent à paniquer. André, comment décririez-vous la relation entre l'OTAN en tant qu'institution et les armées de ces différents pays en Europe? Car si l'un d'eux entre en guerre, cela signifie-t-il que l'OTAN entre en guerre? Ou cela pourrait-il être distinct du fait que le pays ait décidé que cela n'a rien à voir avec l'OTAN? Comment devons-nous comprendre cela? Eh bien, je veux dire essentiellement, à partir de l'article 4 et jusqu'à l'article 5. En gros, il s'agit de la manière dont chaque pays décide de contribuer et de réagir si une guerre éclate, disons. L'OTAN, c'est les États-Unis. Point final. Retirez les États-Unis. Et il ne reste qu'une bande d'imbéciles courant dans tous les sens. Vous savez, se grattant les fesses, comme l'armée française ou la Bundeswehr, sans même parler des Britanniques. Donc, je veux dire, ils n'ont pas vraiment un système bien développé pour l'interaction et la coordination de leurs opérations. Ils parlent maintenant de ce Schengen militaire, parce que, oh oui, on pourra transférer des chars et tout ce genre de choses sans aucune barrière. Très bien, bonne chance avec ça. Le problème, c'est, disposez-vous de la force nécessaire? L'Europe, non. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir rassembler une certaine force. La question est de savoir si elle peut la maintenir. Et l'Europe n'a pas les ressources pour soutenir une telle force. La Russie, oui. Même les États-Unis n'ont pas les ressources pour maintenir une force significative. Nous parlons de forces combinées, capables de mener des opérations à l'échelle de ce qu'est l'opération militaire spéciale. Et cela a été prouvé empiriquement, sans l'ombre d'un doute. Seuls des imbéciles vivant dans une réalité alternative ne le voient pas. Donc oui, ils ne comprennent pas cela. Mais pour tout esprit militaire ou économique sérieux, il est clair ce qui se passe. Peuvent-ils le contenir? Si quelque chose se produit en Europe, pensez-vous qu'ils peuvent en limiter la portée à la région? Ou cela pourrait-il s'étendre à l'Amérique du Nord? Parce que nous connaissons les capacités des pays impliqués. Et ces néoconservateurs aux États-Unis croient que si quelque chose arrive, l'Europe peut servir de zone tampon. Même sacrifier l'Europe n'est pas une si grande affaire pour eux. Vous savez, c'est assez incroyable de le voir sous cet angle. Mais si nous poussons la réflexion à cet extrême pour comprendre ce qui se passerait, comment voyez-vous les réactions si un événement d'une telle ampleur se produisait en Europe? Eh bien, les néoconservateurs ne sont pas doués pour la guerre, pour commencer. Ils ne l'ont jamais été. Ils ne comprennent rien à l'art de la guerre. Ce sont des clones. Si tu veux voir qui ils sont, ne cherche pas plus loin que l'Afghanistan, par exemple, ou l'Irak, ou prends l'Institut pour l'étude de la guerre. Cette cabale des Kagan, tu sais, cette bande de crétins qui prétendent comprendre ce qui se passe sur les lignes de front. Ils ne savent pas ce qu'est la guerre moderne. Leur idée, depuis le début, a toujours été « Eh ouais, au final, on peut sacrifier l'Europe ». Le problème avec ces crétins, c'est qu'il y a encore un tas de soldats américains en Europe. Et devine quoi? Ils l'auront si, Dieu nous en garde, quelque chose éclate là-bas. Ils seraient anéantis très vite, car l'armée des États-Unis n'a pas de véritable défense aérienne. L'US Air Force est largement surestimée. En gros, une campagne de marketing. En réalité, elle ne peut pas opérer efficacement dans un espace aérien de champ de bataille moderne, qui est très contraignant, non seulement à cause des défenses aériennes, mais aussi parce qu'elle n'a jamais affronté une situation de ce genre. Elle n'a jamais été opposée à une force aérienne de classe mondiale. Donc quand on y réfléchit, ils se disent « Oh oui, tu sais, qu'ils aillent même jusqu'au nucléaire ».
Le problème, c'est qu'il y a environ 50 000 soldats américains dans certaines installations, comme le site Aegis Ashore à Devslu, certains en Pologne et ailleurs, et qu'ils disparaîtront dans les 48 premières heures si les Européens décident de faire quelque chose de stupide. Et cela signifie quoi? Qu'il y aura beaucoup de victimes. Vous savez, en une seule journée, les États-Unis dépasseraient en fait le nombre de soldats tués en 10 ans en Afghanistan. Il faut expliquer cela à ces gens. Mais étant donné que les New-Yorkais ne sont pas doués en mathématiques ni en opérations, il faut leur expliquer ce qui se passe, ce qui va se passer. Alors, quelle sera la réponse des États-Unis? Les États-Unis. Est-ce que les États-Unis veulent échanger, par exemple, New York et d'autres villes, contre, disons, ils ne perceront pas jusqu'à Moscou, mais peut-être, Dieu nous en garde, une autre ville en Russie? Sont-ils prêts à cela? Voici le problème. Une fois que ça commence, les États-Unis cessent d'exister en tant que nation. La Russie subira aussi des pertes horribles, ne vous y trompez pas, mais les Russes survivront. Il y a une raison technologique à cela. Les États-Unis, en revanche, cesseront d'exister en tant que nation. Quant à l'Europe, je ne vais même pas en parler. Elle sera transformée en parking, et ce sera la fin d'elle en tant que civilisation. Donc, oui, c'est la perspective. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes au Pentagone qui conservent encore un certain professionnalisme et une compréhension de la situation. Ces colonels et généraux de brigade des départements opérationnels de l'état-major interarmé peuvent encore aller dire à ces généraux politiques aux États-Unis qui ne comprennent rien à la guerre, qui ont passé leur vie à flatter et à se promouvoir eux-mêmes. Les gars, vous comprenez ce qui se passe. Et oui, quand on regarde des gens comme Kellogg ou d'autres, Ben Hodges ou qui que ce soit, on voit la différence. Oui, vous pouvez le constater par vous-même. Regardez ce qui se passe. Ils vivent littéralement dans une réalité alternative. Ils ne comprennent pas ce à quoi ils ont affaire. Et, eh bien, cela fait plus de 10 ans que j'essaye d'éduquer les gens. Et je ne cesse de dire, les gars, oubliez ça. Les États-Unis ne sont pas la superpuissance militaire qu'Hollywood dépeint dans ses films. La réalité est complètement différente, et les États-Unis sont en réalité faibles. Sur le plan conventionnel, les États-Unis sont faibles. C'est pourquoi c'est une nation à biais nucléaire. Elle sera prête à recourir immédiatement au nucléaire, car elle serait vaincue sur le plan conventionnel. Les États-Unis, sous l'administration Trump, augmentent-ils leur production d'armes? Eh bien, ils essaient. Ce n'est pas facile. Les États-Unis ne peuvent toujours pas produire ni rétablir la fabrication de leurs chars. Vous savez, les États-Unis ne produisent plus de chars de combat principaux. Ils ont ces kits issus des Abrams M1 ou M2, quelle que soit la version, et ils peuvent les moderniser. Ils travaillent sur une sorte de nouveau système de chars du futur. Il y a évidemment un énorme problème de production de missiles, et cela restera ainsi. Les États-Unis n'ont tout simplement plus la capacité d'augmenter facilement cette production. Vous savez, ils ne vont pas égaler la Russie. Absolument pas. L'ensemble de l'OTAN ne peut pas rivaliser avec la Russie en matière d'armes de haute précision. Les États-Unis ne jouent même pas dans la même catégorie. Et puis encore, en matière de défense aérienne, les États-Unis ne comptent même pas, d'accord? En ce qui concerne la défense aérienne moderne et son fonctionnement, y compris ce qu'on appelle en gros la défense antimissile stratégique qu'ils essayent de construire maintenant, ils l'appellent le dôme doré. Donc ce sera probablement encore une fois du faux or. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent rien arrêter. Ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas. Le système THAAD a lamentablement échoué en Israël. Le PAC-3, c'est devenu une anecdote maintenant, un mème, d'accord? Et quand on regarde cela, qu'ont-ils d'autres? Le GBI, une trentaine? Oh mon Dieu! Et même là, intercepterait-il quoi que ce soit?
Peut-être un ou deux. C'est à peu près tout. Les États-Unis n'ont tout simplement aucun facteur d'atténuation dans le cas, Dieu nous en garde, d'un échange nucléaire massif. Tout ce qui va voler percera. Et c'est bien ça le problème. Que puis-je dire? Les États-Unis n'ont rien de comparable au S-235, rien de comparable au S-500 ou au S-550. Pour commencer, même le S-400, et on pourrait continuer encore longtemps, vous savez, et c'est la réalité. Ils ne peuvent même pas produire de véritables systèmes de défense aérienne, sans parler de l'essentiel, les armes à distance, qui sont ultra modernes et de pointe, surtout lorsqu'elles sont hypersoniques. Voilà, j'en ai parlé il y a 8 ans, et je le répète aujourd'hui, vous pouvez le dire, me citer, me mentionner. Les États-Unis ont perdu la course aux armements, la course technologique, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'ils peuvent produire? Ils peuvent produire un F-35. Ça oui. Chaque fois que j'entends dôme doré, André, ça me fait penser au pot de vin. Oui, c'est ça. Allez, voyons. Je veux dire, c'est bien pour ça qu'on l'appelle doré. Oui, c'est doré, d'accord. Pour les parachutes dorés et les grandes entreprises. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer l'ADN. Les États-Unis n'ont pas de véritable pression culturelle. Ce qui est un fait que personne, y compris les gens des écoles de guerre, ne parvient à comprendre. Ils n'ont pas cette pression culturelle qui façonne ton ADN pour concevoir et développer des systèmes qui protègent réellement. Tout tourne autour des profits. Les armes américaines sont fabriquées pour le profit. Point final. Encore une fois, je ne peux citer que l'ancien premier chef adjoint de l'état-major général d'Ukraine. Il a pris sa retraite il y a environ 1 an. Il est sorti et a dit oui, le Patriot Pack 3, environ 6% d'efficacité de ce côté-ci. Sérieusement, les gens, qu'est-ce que vous vendez, vous voyez? Par exemple, dans l'aviation commerciale, qui reste encore correcte, eh bien, Boeing, par exemple, doit toujours être constamment, disons, surveillé ou contrôlé par la FAA, avec toutes ses spécifications pour l'aviation commerciale. Ils ont quand même réussi à produire, évidemment, le Boeing 737 MAX, qui a causé la mort de plus de 300 personnes. Mais au moins, pour les autres avions, comme dans le développement des moteurs à réaction commerciaux et ce genre de choses, il existe encore un système de contrôle. Et comme c'est un secteur motivé par le profit, cela fonctionne en fait dans l'aviation commerciale. Les États-Unis commencent à perdre un peu de terrain face à Airbus, mais ils ont toujours su produire des avions commerciaux de pointe, parmi les meilleurs au monde. Donc ici, ça fonctionne. Dans l'armée, ça ne fonctionne absolument pas. Parce que, évidemment, je veux dire quoi? Vous voulez me dire qu'un PDG de Raytheon croit à ça? D'abord, la plupart d'entre eux ne comprennent même pas les bases d'une vraie guerre. Donc s'ils croient ou comprennent que, oh, les Russes ou les Chinois, vous savez, veulent attaquer les États-Unis, ils ne le feront pas. Qui peut avaler ces absurdités? Je veux dire seulement des mortels complètement endoctrinés. Eh bien, il y a la Rand Corporation, une bande de crétins aussi, qui restent assis à écrire toutes ces soi-disant doctrines de défense, en sortant toutes sortes de bêtises de leur chapeau. Alors, que voulez-vous que je dise? C'est la faillite totale du système, et on la voit se dérouler sous nos yeux. Qu'est-ce qu'il faudrait, comme je l'ai averti, pour un vrai conflit sérieux? Eh bien, devinez quoi? Nous avons la plus grande guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et voilà. André Trump parlait d'un nouveau chasseur, le F-47. Boeing le produit. Bien sûr. Y a-t-il quelque chose dans les actualités? Ou avons-nous des informations sur ce chasseur, ses performances, le type de capacité visée et son efficacité au combat? Y a-t-il des éléments que nous devrions examiner pour comprendre de quoi il s'agit exactement? Je peux vous dire ce que ça va être. Ça va être très cher.
Ça, je peux vous le garantir. Je veux dire vraiment, vraiment très cher. Eh bien, d'abord, il faut remercier ce stupide Lockheed qui a introduit cette 5e génération et toutes ces bêtises. Ils ont produit ce qu'ils appellent la furtivité. Vous savez, en réalité, ce sont des avions à faible détectabilité, et cela est en gestation depuis les années 1960. En fait, le dernier grand avion américain, qui était un excellent appareil et l'est toujours, commence à vieillir. Le F-15, vous savez, cette machine exceptionnelle, c'était vraiment un avion formidable, mais il devient aujourd'hui obsolète. Mais le problème, c'est que pour n'importe quel avion, toute l'idée de la furtivité, telle qu'elle a été présentée, principalement par Hollywood et toutes sortes de sources de passionnés, était trompeuse. Je veux dire, le simple fait d'avoir ces formes ne signifie pas que l'appareil est réellement furtif. Ils ne comprennent pas que le traitement moderne du signal ne se soucie pas vraiment de ton niveau de furtivité. Tout dépend de la portée de tes armes. Et les États-Unis à portée maximale peuvent atteindre environ 160 km avec la puissance aérienne moderne. C'est l'AIM-120 AMRAAM. Ils prétendent qu'il atteint 180, mais personne ne l'a jamais vu voler aussi loin. Bien sûr, il pourrait y avoir toutes sortes de rapports. Oh mon Dieu, il a volé sur 2000 km, vous voyez. Le problème, c'est que même le R-77, le modèle russe, qu'ils appellent Abramski pour une raison quelconque, eh bien, c'est simplement une solution standard, en somme pour un missile RR, dépasse désormais les 200 km. Et il y a eu de véritables destructions avec celui-ci, totalement confirmées de manière empirique dans des situations de combat. Maintenant, bien sûr, il y a le R-37, dont la portée atteint 400 km. Donc, les États-Unis ne sont même pas dans la course, peu importe ce qu'ils racontent. Oh, avion fusée de 6e génération, il peut aller en orbite terrestre basse. Est-ce possible? Eh bien, à un moment donné, ils voleront probablement de cette façon. Le problème ici, encore une fois, c'est qu'ils continuent à courir partout avec ces idées idiotes, sans comprendre que l'US Air Force n'a jamais volé, à l'époque moderne, dans un environnement de défense aérienne prohibitif. Point final. Ils ne savent pas ce que c'est. Personne à l'académie de l'US Air Force, ou tu sais, au War College, ou quel que soit le nom de toutes ces organisations, ils n'en ont aucune idée. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ils ne comprennent pas comment brouiller, comment faire les pondérations. En fait, que vas-tu faire contre le R-37, qui est hypersonique d'ailleurs? Mach 6? Alors oui, vas-y, essaie. C'est juste de la physique de base, tu sais, des vecteurs élémentaires. Et tu peux voir par toi-même jusqu'où tu peux t'en éloigner, avec une portée de 200 km. Et tout cela a été confirmé par des victoires en combat. Nous ne connaissons pas tous les noms des armes russes, mais les Su-57, Su-35 et Su-30 ont accompli des exploits remarquables dans des combats au-delà de la portée visuelle. Alors, qu'est-ce qu'ils vont inventer? Peu importe. Il faut d'abord concevoir un système d'armes. Chaque chose, un navire, un avion, peu importe, ce sont tous des plateformes. Leur mission, c'est de tuer. Leur mission n'est pas de ressembler au F-35, qui d'ailleurs ne sait toujours pas bien voler. Votre mission est de transporter les armes et de les garder aussi loin que possible de l'ennemi. Les États-Unis ne jouent même pas dans la même catégorie. Et puis il y a l'USS Columbia, qui devrait bientôt sortir. Oui, les États-Unis ont objectivement besoin de moderniser leur flotte de dissuasion nucléaire, qui, comme nous le savons, est encore principalement composée de sous-marins lanceurs d'engins de la classe OIO. En fait, pas principalement, ils sont uniquement de la classe OIO. Ils construisent le Columbia, qui sera probablement extrêmement coûteux, jusqu'à 10 milliards de dollars par coque. Mais que transporte-t-il?
Eh bien, ils transportent, vous savez quoi, des Trident 2 D5. D'ici à ce que le premier Columbia soit essentiellement testé et parte en patrouille au début des années 2030, il transportera des missiles qui en seront déjà à leur 5e décennie. Voilà. Et beaucoup de gens n'arrivent toujours pas à comprendre ce qui se passe, alors que les Russes disposent déjà de la classe Borei, qui représente le nec plus ultra des sous-marins. Ils emportent des missiles Bulava, désormais capables de transporter des blocs hypersoniques manœuvrant à portée stratégique intercontinentale. C'est donc un paradigme technologique différent. On peut abattre des missiles balistiques, croyez-moi, mais on ne peut pas abattre des blocs hypersoniques manœuvrants. Point final. On ne peut pas. Les États-Unis ne le peuvent pas. Quel est, tu sais, le plus avancé ou le plus furtif des avions de chasse que possèdent les États-Unis? Est-ce le F-15 ou le F-35? Non, non, non. Le plus furtif, il l'appelle le F-35. Les Su-35 les voient très bien, tout comme ils voient le F-22. Cela a été prouvé à de nombreuses reprises en Syrie parce que, vous savez, tout cela dépend du traitement du signal et du développement des radars. Et oui, les pilotes américains essayaient aussi de verrouiller les Su-35 en Syrie. Mais oui, les Russes savent qu'ils ont de bons systèmes électroniques et tout le reste. Donc oui, c'est furtif, furtif contre une puissance de troisième ordre. La réalité, c'est qu'évidemment, face à une défense aérienne moderne, ils ne sont pas viables. Point final. Sans parler du fait qu'évidemment, quand on affronte quelqu'un comme la Russie, on risque même de ne pas pouvoir décoller de ces, vous voyez, pistes parce qu'elles seront détruites. C'est aussi simple que ça. Et, comment dire? C'est ça. Non, il faut toujours avoir une excellente force aérienne. Ne vous y trompez pas, il le faut. Mais l'US Air Force n'est pas ce qu'on nous montre, vous savez, dans Top Gun Maverick et ce genre de choses. Le dernier grand avion américain, qui reste un appareil formidable, bien qu'il devienne obsolète, c'est le F-15. C'est une excellente machine, avec autrefois une électronique de pointe, un remarquable ensemble d'armements et évidemment une grande puissance. Et, eh bien, c'est à peu près tout. Je dirais que le F-22 est un vrai, oh mon Dieu, un vrai fiasco. Je veux dire, juste hors de prix. On appelle tous ces avions furtifs américains des reines du hangar, pour une raison. Il faut quelque chose comme 30 heures de maintenance pour une heure de vol. C'est tout simplement ridicule, vous savez. Donc, franchement, épouvantable. Et qu'en est-il du F-16, du F-14? Ce sont... Non, le F-14 était l'avion embarqué, dont les capacités ont été largement surestimées. Eh bien, il est devenu célèbre, évidemment, grâce au premier film Top Gun. Le F-14 est devenu une légende, mais en réalité, il était censé emporter le missile M54 Phoenix, conçu pour abattre tous ces missiles Granit et autres missiles russes supersoniques. Personne ne l'a jamais vu utilisé au combat, sauf les pilotes iraniens qui ont volé sur F-14. Pendant la guerre Iran-Irak, ils ont dit « Oui, nous avons utilisé le Phoenix à des portées d'environ 100 km. » Ils affirment avoir abattu un des vieux Tu-22 de l'armée de l'air irakienne. Personne ne sait si c'est vrai. Peut-être, peut-être pas. Mais le fait est qu'il a disparu maintenant. Il est absolument obsolète, vous savez. Un avion obsolète, avec tout ce qu'il comporte d'obsolète. Et le F-16 était et reste le plus séduisant. Somewhere to for Mouth est subdescente. Quand il est sorti à l'origine, c'était l'avion le plus sexy du monde. C'était une machine magnifique. Vous savez, donc il reste beau si l'on regarde les premières versions, pas, vous savez, celles qui ont été, comment dire, en gros gâchées par tous ces affreux réservoirs supplémentaires et tout ça. Mais en réalité, les lignes, la silhouette, tout, c'est de la beauté. Et il volait magnifiquement, évidemment. Donc oui, c'était le dernier grand avion américain.
Le F-18 est un cheval de bataille, évidemment, pour la marine américaine. Et oui, comme je l'ai déjà dit, c'est la fin. Après ça, qu'ont-ils produit? Le F-35, une dinde attachante en somme, vous voyez, qui ne fonctionne pas vraiment. Et puis le F-22, conçu pour livrer d'une certaine manière des combats aériens absurdes qui n'auraient jamais eu lieu contre des avions russes. Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé quand l'Ukraine a perdu plus de 600 avions de combat à cause de ces affrontements avec l'armée de l'air et la défense aérienne russe. Maintenant, ils ne volent qu'en Ukraine occidentale, loin de la ligne de front, parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils décollent, mon Dieu, ils sont morts. C'est la réalité du combat aérien moderne. Il n'est pas nécessaire d'être pilote pour comprendre comment cela fonctionne, surtout les mathématiques et la physique qui en sont la base. Donc oui, voilà où nous en sommes. Ils doivent trouver quelque chose, comme l'ont fait les États-Unis. Au début, ils se moquaient des armes hypersoniques. Puis soudain, c'est devenu un sujet brûlant. Vous savez, tout le monde se souvient de Trump 2020? Oh oui. Tu sais, ce truc du Dark Eagle est sur le point d'être déployé. On est à la fin de 2025 et il ne vole toujours pas correctement. Donc tu vois, ce n'est pas facile. Il faut un état d'esprit complètement différent, une école d'ingénierie totalement différente. Et surtout, il faut une expérience du combat dans une vraie guerre contre des ennemis sérieux pour vraiment avoir une arme qui fonctionne. Mais encore une fois, les États-Unis, ils croient encore? Non, ils ne croient pas. Je veux dire, seuls des imbéciles croient que quelqu'un comme la Russie veut attaquer les États-Unis ou la Chine. Enfin. En observant la relation entre le complexe militaro-industriel, Raytheon, Lockheed Martin et le Pentagone, la défense, tu sais, la guerre, le ministère de la guerre, n'est-ce pas? Ouais. En regardant la relation entre les deux, André, il me semble qu'il y a d'une certaine manière un abus, tu sais, du complexe militaro-industriel, un abus du gouvernement des États-Unis. Ouais. Est-il propre aux États-Unis la stabilité de cette relation? Non, c'est impossible. Il faut avoir la culture. C'est au niveau national, dans la psyché nationale. Et les États-Unis ont toujours été, en termes de force terrestre, rien de plus qu'une force expéditionnaire. Même si, à un certain moment, et encore une fois, grâce principalement à l'armée rouge en Normandie, vous savez, les États-Unis ont vraiment apporté une contribution immense à la cause alliée. Mais le fait est qu'on ne peut pas changer la culture. C'est pourquoi Eisenhower l'a appelé le complexe militaro-industriel. Ce n'en était qu'une partie. C'était le complexe militaro-industriel congressionnel. Et maintenant, c'est le complexe médiatique. Donc, une fois que vous atteignez le grade de 2 étoiles ou plus au Pentagone, il est de notoriété publique que votre mission n'est plus de développer ou de combattre pour le pays. Non. Ils savent que personne n'attaquera les États-Unis. Il s'agit de préserver les bénéfices des actionnaires des entreprises du complexe militaro-industriel. Et ils doivent conserver ces sinécures. Ces généraux adorent leurs, disons, revenus supplémentaires, si l'on peut dire, en plus de leur pension. Parce que vous savez, Lord Vader, vous vous souvenez? Ainsi, ces généraux américains finissent par siéger au conseil d'administration de toutes sortes de sociétés du complexe militaro-industriel. Ils ne sont pas là pour consulter. Ils sont pas là. Enfin, voyons. Si tu es, je ne veux même pas aller jusque-là. C'est tellement différent de, disons, la Russie ou la Chine que je ne saurais trop le souligner. Tout tourne autour des actionnaires, du résultat net, combien de dividendes, combien, tu sais, toutes ces rémunérations. Oh mon Dieu, donc combien tu touches en prime? C'est la seule chose qui compte. Ils se moquent du reste. Quiconque te dit, un ancien général qui sort et déclare « Les Russes sont sur le point de faire ceci ». Non, n'y crois pas. S'il y croit, quiconque sort et croit à ces trucs, simplement non.
Alors il devrait se faire examiner. Vous savez, parce qu'il y a clairement une sorte de défaillance mentale là-dedans. C'est comme le secrétaire à la marine forestale. Souvenez-vous, la légende dit qu'il a sauté par la fenêtre en criant « Les Russes arrivent ». Donc je veux dire, si des gens dans cet état mental sont aux commandes, alors nous avons un problème. Nous avons affaire à des fanatiques et à des imbéciles. Et jusqu'à présent, ce que nous avons vu dans l'opération militaire spéciale, c'est qu'ils ont abandonné toute prétention de décorum et de partenariat, comment dire, de partenaires corporatifs. C'est une incompétence totale de la part de l'armée américaine. André, chaque fois que nous parlons de l'économie des États-Unis, le principal problème en ce moment, comme le soulignent les économistes, c'est que les États-Unis ne produisent pas. Ils se contentent d'acheter des produits à l'étranger, dans d'autres pays, comme la Chine. Oui, c'est en grande partie ce que c'est devenu. Et il semble que la même chose se produise pour le complexe militaro-industriel. Oui. Oui, il y a certaines choses. D'abord, la technologie militaire est devenue extrêmement complexe. Si vous regardez quelque chose comme le système de défense aérienne S-350 Veth ou le Su-57, avant tout cela est russe. Il faut bien comprendre cela. De l'électronique à tout le reste. Il peut y avoir un ou deux éléments venant de Chine, vous savez, parfois une résistance ou un condensateur par-ci par-là. Mais beaucoup de gens, comme je l'ai déjà dit, sont encore surpris que les Russes produisent leur propre lithographie, pas seulement des microcircuits. Ils fabriquent bien des microcircuits, jusqu'à 60 nanomètres et même moins, et ils les produisent avec leur propre matériel, acquis il y a longtemps. Mais aujourd'hui, les Russes produisent leur propre technologie de machines de lithographie. Ils ont commencé avec 360 nanomètres. Les gens disent « Oh oui, c'est comme non, c'est le Pentium 2, les gars, pour ceux qui ne savent pas. » Et en réalité, environ la moitié de tous les microprocesseurs encore en fonctionnement dans le monde sont à ce niveau. Ceux qui ne comprennent pas, eh bien, c'est parce que leur niveau de compétence technologique ne va pas plus loin que l'iPhone qu'ils utilisent. Mais l'année prochaine, on passera à 90 nanomètres. Je parle des machines, pas seulement de la production. Les Russes produisent largement assez de microprocesseurs pour le complexe militaro-industriel, mais on descendra à 90. Et ensuite, eh bien, en fait, ils parlent de 26 nanomètres. Cela couvrira à peu près 90% de ses besoins. Si vous avez besoin de ces puces de 2 nanomètres, ce qui, vous savez, relève surtout du marketing, ils peuvent toujours les acheter à la Chine. Ils le font déjà. Ils achètent celles des marques chinoises, Xiaomi ou peu importe laquelle. Et quand on regarde ça, c'est juste, comment dire, les États-Unis n'ont plus les ressources pour tout produire. On sait qu'ils ont eu du mal avec l'énorme quantité d'électronique chinoise. Ils ont commencé à essayer d'éliminer les composants chinois utilisés dans les systèmes militaires américains. Mais comme le Telegraph l'a rapporté hier, oh mon Dieu, nous manquons de TNT. D'accord, oui. Vous vous souvenez, il y a seulement 2 semaines de cette horrible explosion dans le Kentucky, je crois. C'était l'usine de TNT. Plusieurs personnes sont mortes. Une tragédie horrible, en fait. Mais le point, c'est qu'il y a aujourd'hui tellement d'éléments qui entrent dans les technologies militaires modernes que oui, les États-Unis ne produisent plus tout cela entièrement par eux-mêmes. Ils le faisaient autrefois. Mais encore une fois, les choses sont devenues si complexes que, bien, vous savez, ils ont construit cette usine TSMC, essentiellement taïwanaise, en Arizona et aussi au Texas. D'énormes problèmes. Ils pensaient la construire très rapidement. Et voilà que soudainement, ils disent, eh bien,
en tenant compte de leur premier système de type atelier clandestin dans l'usine de semi-conducteurs taïwanaise. Les Américains ne sont pas taïwanais, ils ne vont pas tolérer. Et à juste titre, ce genre de conditions, en gros, un atelier clandestin, tu vois, ce qu'est finalement devenu l'usine taïwanaise. Puis bien sûr, il y a la question de la chimie, la question de l'eau, la question de tout, tu vois. Et soudain, c'est comme, oh non, pas l'année prochaine, peut-être dans 10 ans, tu vois. Donc oui, ça avance, mais pour la plupart, si tu regardes la construction navale américaine, si tu regardes d'autres domaines, même l'aéronautique commerciale, tant de choses viennent désormais de différentes parties du monde. Il y a maintenant des composants dans les moteurs à réaction commerciaux, pourtant légendaires de General Electric et Pratt & Whitney, qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Donc, c'est comme, vous savez, un système très complexe. Et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais vraiment compris à quoi ils avaient affaire. Les Russes, une blague russe. Mais en fait, c'est vrai. Ils disaient qu'ils avaient décidé de combattre un pays qui est en gros une immense académie militaire rattachée à une immense usine militaro-industrielle. Et devinez quoi? Nous parlons d'une génération d'armes qui, avec le Burevestnik et ce qui l'alimente, représente une révolution technologique. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. C'est essentiellement quelque chose de l'ordre du vol habité dans l'espace. C'est de cette ampleur-là. Probablement encore plus grand, parce que cela ouvre la voie vers cela. Et les Russes et les Chinois travaillent déjà au développement d'une base lunaire. Après cela, viendront l'exploration et l'exploitation de toutes ces ressources extraordinaires. Seuls les mortels croient qu'Elon Musk peut nous y emmener avec des fusées chimiques. On ne peut pas leur expliquer que, les gars, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais oui, nous assistons à un changement de paradigme technologique. Et ensuite, bien sûr, à un changement de paradigme géopolitique. Et toute personne qui a encore un peu de bon sens et n'est pas dans le déni comprend que l'Occident est fini. C'est terminé. Ce n'est qu'une question de temps, une question de la manière dont la capitulation sera signée. André, pour conclure, comment vois-tu le rôle des terres rares? Si la Chine décide de ne pas envoyer de terres rares aux États-Unis, comment cela va-t-il influencer le conflit militaro-industriel? Donc, que se passerait-il si la Chine décidait de ne pas expédier de minéraux de terres rares aux États-Unis? Les terres rares, eh bien, je veux dire, les Chinois vont évidemment les utiliser comme levier. Mais oui, c'est quelque chose de très sérieux. Sans elles, mon Dieu, c'est fini. C'est pourquoi les Russes développent actuellement les leurs. La Russie possède tous les minéraux et métaux de terres rares. C'est juste qu'ils étaient pour la plupart, vous savez, en attente parce qu'il était plus simple d'en acheter à la Chine et de l'uranium, par exemple, au Kazakhstan. Maintenant, soudainement, le gisement d'uranium de Yampolskoï est en cours de développement très rapide en Yakoutie. Et il y a un certain nombre d'installations de minéraux de terres rares en Russie qui sont en train d'être modernisés et agrandis. Donc oui, je veux dire, tout le monde comprend qu'il faut de l'énergie, toutes ces choses vraiment, vraiment drôles, pour produire quelque chose d'aussi remarquable que ces très petits réacteurs nucléaires de la classe des mégawatts. C'est comme, vraiment. Encore une fois, comme je l'ai dit, une révolution technologique. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. Ils croient que le camion Tesla et l'iPhone sont des révolutions technologiques. On ne peut rien faire pour ces gens-là. Ils sont stupides. Et je suis désolé de le dire. Ce n'est pas une insulte. Mais la réalité, c'est que c'est ici que la percée technologique a eu lieu. Et la prochaine étape sera évidemment, et les Russes s'en approchent, un cycle complètement fermé de réacteurs nucléaires sans aucun type de déchets. Et oui, la Russie est largement en avance dans ce domaine.
Voilà. C'est essentiellement leur énergie illimitée. Si l'on regarde ce qu'est Rosatom, c'est une entreprise d'une ampleur si monstrueuse que beaucoup de gens ne parviennent toujours pas à comprendre ce qu'ils font. Ils contrôlent dans certains secteurs jusqu'à 80% du marché. Et maintenant, nous avons la confirmation que l'Inde veut construire, car elle s'intéresse beaucoup aux brise-glaces à propulsion nucléaire. Elle s'intéresse également beaucoup à la route maritime de l'Arctique. Voilà. Merci beaucoup, André, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Oh, tout le plaisir est pour moi. Quand vous voulez. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je sais. Mais voilà, André. Pep, voici ce qui se passe ici au Brésil, ce que nous avons appris. Vous savez, le chancelier d'Allemagne est venu ici au Brésil, et lorsqu'il est rentré en Allemagne, il a dit « Mesdames et messieurs, nous vivons dans l'un des plus beaux pays du monde. » J'ai demandé à certains des journalistes qui m'accompagnaient au Brésil la semaine dernière, « Qui parmi vous aimerait rester au Brésil ?» Personne n'a levé la main. Et ce genre de commentaire a provoqué une forte réaction. Même Lula a répondu à ce qu'il a dit. Comment voyez-vous cela quand vous regardez l'Allemagne aujourd'hui et que vous la comparez au Brésil? Qu'est-ce qu'il y a en Allemagne qui lui fait penser que c'est tellement mieux que le Brésil? La stupidité allemande. Même si j'essayais une boucle hégélienne, ou peut-être une boucle schopenhauerienne, Schopenhauer savait que la stupidité était inhérente à la race humaine, et évidemment, il pensait cela spécifiquement des Allemands, bien sûr. Ce type, le chancelier de BlackRock, est méprisé même à l'intérieur de l'Allemagne, par l'ensemble de l'ancienne RDA, et aussi par plusieurs régions de l'Allemagne de l'Ouest. Évidemment, j'ai vu ce qu'il a dit sur le Brésil. C'était au-delà de la stupidité à une échelle intergalactique, parce que c'était improvisé. Cela signifie qu'il le pensait vraiment. Et en matière de dépassement de la stupidité précédente, vous vous souvenez de Borrell? Vous tous, notre public, vous vous souvenez de Borrell? Ce truc là-bas à Taitostana, c'est un jardin, et tout le reste est une jungle. Et ils veulent y aller pour engloutir le jardin, le détruire, s'y asseoir, profiter de ce que le jardin a à offrir. Ce qui n'est pas grand-chose si tu as de l'argent, bien sûr. Sinon, pas grand-chose. Donc, on en revient au même thème. Bon, ceci est un prologue parce que je veux vraiment parler de la Russie et de Moscou. Mais puisque tu m'as posé cette question, je te dois une réponse détaillée, bien sûr. Et bien sûr parce que je suis aussi brésilien. Et quand je vois des abrutis sans aucune qualification dire des choses comme ça contre l'endroit où je suis né, évidemment, il y a de quoi être passablement énervé, non? Nous revenons donc à ce que j'ai décrit il y a quelque temps comme la matrioshka de la stupidité dans l'Union européenne, la Commission européenne et les grandes capitales d'Europe. Ce petit-fils d'un nazi, le type de BlackRock, en somme. Il y a des années, certains de mes bons contacts d'affaires allemands me disaient « Fais attention, ce type va devenir chancelier d'Allemagne un jour. Suis-le. Regarde son parcours. Il est extrêmement dangereux. Et c'est cet homme-là que les élites de Davos veulent voir diriger l'Allemagne. » Si je me souviens bien, Nima, c'était probablement même avant le Covid, donc ils en parlaient vers 2017 ou 2018. Au final, tu sais, il y est parvenu. Mais il n'avait rien à offrir à l'Allemagne, ni au Brésil lors de sa visite. Il a dénigré le pays après son départ. Il a créé un problème diplomatique absolument inutile avec le pays le plus important d'Amérique latine. Et cela aura des répercussions, bien sûr, sans aucun doute. Et qu'a-t-il gagné à cela? Moins que rien. Ce qui nous ramène une fois de plus à la matrioshka de la stupidité. Tous ces thèmes concernant l'Europe sont interconnectés, très très importants. Cela faisait partie des discussions que j'ai eues à Moscou plus tôt cette semaine. On ne voit pas un iota, pas une virgule,
pas un point d'exclamation dans l'ensemble des médias dominants européens à propos du scandale de 100 millions de dollars en Ukraine, qui n'en est que la partie émergée de l'iceberg. Which is the tip of the iceberg. And why? Et pourquoi? Parce que tous ceux qui ont un cerveau... Tu parlais avec notre grand ami Andrei Martianov avant de me parler, n'est-ce pas? Martianov a inventé cette expression absolument fantastique à propos des gens dont le QI dépasse la température ambiante. Il n'y en a pas beaucoup à Bruxelles. Je connais Bruxelles de l'intérieur, car j'ai dû y travailler pendant de nombreuses années, par intermittence. Je suis allé de nombreuses fois dans ce bar horrible, le bar Le Monde, à Bruxelles. La meilleure chose à propos de la Commission européenne, c'est un restaurant juste à côté, où Romano Prodi allait manger ses spaghettis tous les jours lorsqu'il est président de la Commission européenne. C'est les tréfonds de l'enfer, méga kafkaïen, Pete. Une toute autre dimension intergalactique. Et il n'y a pas beaucoup de gens très intelligents, parce que ceux qui la composent, je crois qu'il y a environ 28 000 fonctionnaires, c'est complètement fou. Ce sont des fonctionnaires, des carriéristes, des gardiens. Ils ne se préoccupent que d'une seule chose, le jour où ils prendront leur retraite avec une pension complète sans impôt. Cela signifie un salaire gigantesque payé en euros, et ensuite ils peuvent choisir leur destination préférée dans le sud global pour y passer leur retraite. Donc évidemment, on ne parle pas de QI supérieur à la température ambiante. Et cela explique pourquoi cette bête collective se comporte de manière aussi stupide dans absolument chaque cas. Pour en revenir à l'Ukraine, nous n'avons pas de preuves irréfutables sous forme de documents, car il ne permettrait jamais que cela soit consigné par écrit quelque part. Parce qu'un jour, un lanceur d'alerte au sein de l'UMail, pour le moment, Nima est notre public, il n'y a pas de lanceur d'alerte au sein de l'UMail. Et cela nous montre à quel point tout cela est verrouillé. Cette matrioshka de stupidité est hermétique et surprotégée. S'il y avait un lanceur d'alerte à Bruxelles, il révélerait ce que beaucoup d'entre nous savent par des récits indirects, y compris de la part de personnes ayant fait défection de Kiev et qui finissent où? Ici, à Moscou. Ces couches superposées de pots de vin et de corruption au sein du régime de Kiev dans son ensemble sont tout simplement incroyables. Tout a commencé avec les Américains, il y a des années, à l'époque de, vous vous souvenez, comment l'ai-je appelé, le petit Blinky, Tony Blinken. Il y a une conversation célèbre que tout le monde à Moscou connaît, entre Blinken et l'un des hauts responsables du régime de Zelensky. Elle portait sur le fameux 10% pour le grand patron, comme dans l'affaire Biden. Non, c'était bien pire. Vous savez combien les Ukrainiens exigent sur n'importe quelle opération? 30%. Réponse de Blinken, ah, faisons-en 20. Ainsi, avec l'approbation des États-Unis, toute transaction avec l'Ukraine comporte un minimum de 20% qui reste sur place. Et cela ne tient même pas compte d'un autre 10%, ce qui porte à 30% ou même plus de 30% la part qui revient aux États-Unis. Ainsi, l'argent n'est jamais arrivé en Ukraine. Il est resté aux États-Unis. Si l'on transpose ce mode d'action à l'Union européenne, et que l'on considère que les Européens, en matière d'aide, ont accordé beaucoup plus de financement à Kiev que les Américains, la part américaine étant essentiellement une opération militaire avec un peu d'aide déguisée, les Européens, eux, n'ayant pas d'armes, puisque évidemment les armes sont essentiellement américaines, ont tout versé sous forme d'aide. Il existe un nombre considérable de chiffres, mais un chiffre crédible indique qu'à ce jour, cela représente environ 90 milliards d'euros. Alors pouvez-vous imaginer, Nima, et vous tous, 30% de 90 milliards d'euros? C'est de cela que nous parlons.
Alors, quand on regarde ces 100 millions découverts par le NABU dans le cadre d'une enquête en cours, les Européens veulent étouffer l'affaire. Non, 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 il n'y a rien à enquêter, il ne se passe rien ici. Pourquoi? Parce qu'ils savent que cela peut être retracé jusqu'à l'Union européenne. Et qui est le personnage le plus toxique impliqué dans cette affaire, avec un passé de corruption? Pleinement avéré, mais non documenté. Car une fois encore, il n'y avait pas une seule feuille de papier, fax ou impression l'impliquant directement dans le fameux Pfizer Gate du Covid. La tête toxique de la Commission européenne, la toxique méduse von der Leyen. Voilà qui explique ce tonnerre de silence en Europe, alors qu'on essaye de se débarrasser de ce dernier scandale. Ou bien, s'il y a quelqu'un de Finlande ou de Lettonie, l'un des Chihuahuas, qui dit « Oh, bien sûr, des scandales, il y en a partout et tout ça », mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, à savoir l'agression russe. Voilà. Donc ceci est juste pour vous et pour notre public, un petit apéritif, un aperitivo au brésilien, n'est-ce pas? Des niveaux, des multiniveaux de corruption à Kiev, qui impliquent tout le personnel de l'OTAN, non seulement les États-Unis, mais surtout les Européens. Elles se disputent entre elles, Pepe, Kaja Kallas et Ursula von der Leyen. Elles se disputent entre elles. L'une d'elles se plaint, Kaja Kallas se plaignait, qu'Ursula von der Leyen concentre tout le pouvoir entre ses mains, et elle veut une meilleure position. Elle veut être plus puissante au sein de l'Europe, tu vois. Oui, Emma, cette Estonienne complètement folle. Elle ne pourrait même pas tenir un stand de harangue sur la mer Baltique, et pourtant elle dirige la politique étrangère de 450 millions de contribuables à travers l'Europe, et elle veut encore plus de pouvoir. Si vous suivez cette femme au quotidien, si vous êtes un vrai accro de l'actualité et que vous suivez Kallas chaque jour, que fait-elle réellement? Quel genre de choses dit-elle lors de ses apparitions publiques, dans sa communication, peu importe. Il n'y a qu'une seule chose, l'agression russe et davantage de sanctions. C'est exactement ce qu'elle réclame, le niveau suivant de sanctions. C'est ce qu'elle a déclaré aujourd'hui à la fin de la réunion du Conseil européen sur la politique étrangère. Et par-dessus le marché, maintenant, nous avons une querelle. Ils se battent entre eux parce que l'Estonienne complètement cinglée veut plus de pouvoir. Les gens, juste pour que vous ayez une idée, même à Bruxelles, parmi les moins futés, elle est absolument détestée, parce qu'ils savent comment elle a obtenu ce poste. C'était grâce, bien sûr, à la médusa toxique d'avant la querelle actuelle. Aucune qualification, pure incompétence, et évidemment issue d'un pays qui équivaut à un petit faubourg de São Paulo, ou à un petit faubourg ici à Moscou. Premièrement. Deuxièmement, vous savez que les gens médiocres, quand ils arrivent au sommet, deviennent encore plus ambitieux qu'avant. Et ils pensent que c'est un droit divin pour eux d'atteindre cette position de pouvoir. Elle en est un exemple typique, et la situation va devenir bien pire. Il y a même un mouvement à Bruxelles pour se débarrasser d'elle, car elle a fait moins que rien pour promouvoir la politique étrangère européenne. Dans le Sud global, cela ne fait aucun doute, mais même dans le Nord global. Maintenant, le fait est que les Américains ne savent même pas qui est Kaja Kallas. Ils ne lui parlent pas, car ils savent qu'elle vaut moins que rien, qu'elle ne compte pas. Peux-tu imaginer s'ils discutaient d'un plan de paix pour l'Ukraine? Vont-ils appeler Bruxelles et demander à parler à Kaja? Évidemment que non. Donc elle est au-delà de l'irrélevance. Mais ce problème de représentation au plus haut niveau, à l'intérieur d'une machine kafkaïenne, elle incarne tout ce qui ne va pas dans la structure de l'Union européenne. C'est pour cela que j'utilise cette métaphore d'une matrioshka de stupidité. On continue à sortir les poupées de la matrioshka,
et la suivante est encore plus stupide que la précédente. Dans son cas, peut-être qu'elle est la grande poupée Nima. Eh bien, la concurrence est rude pour savoir qui est la grande poupée, la méduse toxique ou l'estonienne complètement folle. C'est difficile, très difficile, très difficile. Effie, vous êtes en Russie et les États-Unis parlent de ce nouveau plan en 28 points du président. Il semble que le gouvernement ukrainien ait officiellement reçu le document. Alors que se passe-t-il en Russie? Que savons-nous du côté russe? En parle-t-on là-bas? Tout d'abord, laissez-moi vous révéler ceci. Je pense que je vais l'annoncer ici dans le podcast à vous et à notre public. Hier, nous avons eu une très longue interview exclusive de 2 heures avec Maria Zakharova. En ligne, nous avions entre autres le juge Knapp et George Galloway. Et en direct dans le studio de TASS à Moscou, en face à face avec Maria, se trouvaient Larry Johnson et moi-même, ainsi que le responsable d'un club de discussion russe relativement nouveau, consacré au dialogue de haut niveau. Ce club invite des intervenants, notamment des États-Unis, pour dialoguer avec des militaires russes de haut rang, des universitaires, des doctorants, des économistes, et ainsi de suite. C'est pourquoi, plus tôt cette semaine, nos amis Alastair Crooke et Larry Johnson s'y trouvaient. Et je viens à Moscou de temps en temps, comme vous le savez, pour toutes ces raisons. Mais ensuite, j'ai rattrapé mon retard. Et c'est formidable, car le club de discussion m'a maintenant invité à devenir membre à part entière. J'apprécie beaucoup cela, car nous sommes un très petit groupe d'amis, disons des États-Unis à la Russie, en passant par ce nomade ici présent, et bien sûr nous devons parler entre nous en permanence. Donc en matière de club de discussion, celui-ci est du plus haut niveau. Hier nous avons eu 4 sessions, et l'une de nos conversations était avec Maria Zakharova. L'un d'entre nous lui a posé directement une question sur le plan en 28 points. Elle a donné une réponse très détaillée que vous verrez tous lorsque le club de discussion publiera l'entretien complet, car il a été réalisé avec traduction simultanée. Nous posions nos questions en anglais et Maria répondait en russe. D'ailleurs, je n'ai jamais vu une traductrice, Henrietta. Je n'ai jamais vu une traductrice aussi compétente. Peux-tu imaginer, Nima, et vous, le public, traduire Maria Zakharova en anglais sans la moindre erreur pendant 2 heures d'affilée? Et tu sais, quand Maria commence à parler, c'est comme une kalachnikov verbale, n'est-ce pas? Et bien sûr, elle traduisait parfaitement nos questions en russe. Maria n'avait même pas besoin d'en entendre la fin, car elle avait déjà tout compris dès les premières phrases. Donc, compétence à tous les niveaux. Pour faire court, sa réponse a été « Nous n'avons rien reçu des Américains ». Voilà, l'affaire est réglée. Cela signifie qu'il n'existe aucun plan officiel et que la Russie ne fait pas partie de ce plan. Une chose est l'équipe de négociation russe, qui comprend le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et le conseiller spécial Ushakov. Si cela ne vient pas d'Ushakov ou de Lavrov, ce n'est pas l'équipe ou la position officielle de négociation russe. Cela vient de Kirill Dmitriev, qui est un personnage très complexe. Et maintenant, je dois vous présenter mes excuses, à vous et à notre public, car j'ai ici le dossier complet sur Dmitriev, mais je ne peux pas en parler, pour plusieurs raisons, notamment parce que cela interférerait avec la position officielle de négociation russe. Ce que je peux vous dire, c'est que Dmitriev n'est pas le négociateur officiel russe. Il se peut qu'il parle à Vitkov. C'est une autre histoire. Selon Dmitriev lui-même, lui et Witkov ont été enfermés pendant 3 jours à Miami, puis ils ont échafaudé ce soi-disant plan. Il existe une autre version, Nima, encore plus, disons, absurde. Qui a participé à l'élaboration de cet accord, à part Dmitriev et, désolé, Witkov? Vance.
Le vice-président, d'accord, cela a un peu de sens, bien qu'il ne sache rien de la Russie. Pire encore, El Gusano Marco Rubio, l'envahisseur du Venezuela, qui ne saurait même pas situer Kiev sur une carte. Et c'est encore pire que cela, si c'est possible. Mais n'oublions pas, il s'agit de l'État profond américain. Jared Kushner, le type qui a inventé les accords d'Abraham et le plan Trump à 20 points, 21 points, 20, je ne sais plus combien de points, voté au Conseil de sécurité de l'ONU et approuvé par celui-ci, garantissant la destruction de la Palestine, la destruction de Gaza au moins. Donc même si nous suivons ces deux options, Dmitriev et Witkoff, seuls dans une chambre à Miami pendant 3 jours avec le service d'étage, ou la pire version avec Vance, Rubio et Kushner en plus, il est évident que la position de négociation russe et les véritables négociateurs russes sérieux n'en ont jamais fait partie. Et de toute évidence, ils n'auraient jamais approuvé ce qui a été discuté, sans même parler du grand patron. Voilà. C'est tout ce que je peux vous révéler à propos du fameux plan en 28 points. Et savez-vous comment le plan en 28 points a fuité et par qui? Il a été divulgué par Dmitriev lui-même. Il l'a révélé lors d'une interview avec un journaliste d'Axios, et ensuite ce journaliste d'Axios en a fait toute une affaire. Alors tout le monde dans les médias traditionnels s'en est emparé. NBC, CBS, CNN, tout le monde. En réalité, c'est donc Dmitriev qui a fait fuiter cette histoire, et il n'a aucune autorité. Pourquoi? Pourquoi, Pepe? Quelle est ton opinion sur la raison derrière son acte? C'est quelque chose que je ne peux pas révéler, Nima. Sérieusement, j'ai promis de ne pas en parler. J'ai dit à mes interlocuteurs ici, écoutez, je vais participer à des podcasts cette semaine. Ils ont un public énorme. Je dois en parler parce que je suis ici. Et j'ai eu des retours de nombreuses personnes, y compris toi. Et bien sûr, j'ai finalement rassemblé les pièces du puzzle à propos de Dmitriev, qui est un personnage très complexe. Et ce que nous pouvons affirmer avec certitude, sans même avoir besoin de vérifier, c'est qu'il n'est pas le négociateur officiel russe chargé de parvenir à un accord avec les Américains. Non seulement à propos d'une éventuelle résolution en Ukraine, mais aussi concernant la relance des relations entre les États-Unis et la Russie, ce qui est l'enjeu majeur. Et ensuite, tout fait partie du paquet. Le traité START, les vols directs, la réouverture des ambassades, tout ce que vous voulez. Et bien sûr, les investissements américains dans l'économie russe, la fin des sanctions, la réintégration de la Russie dans le système SWIFT, etc. Ce n'est pas Kirill Dmitriev qui va négocier cela. Et c'est là que je dois m'arrêter. Je m'excuse, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous tireront leurs propres conclusions. Pepe, comment vois-tu la situation en Ukraine sous l'administration Zelensky? Penses-tu que Zelensky est en train d'être écarté du pouvoir? Bien sûr, la question est de savoir comment. À présent, c'est plus ou moins inévitable, et il existe ici un consensus parmi les personnes bien informées, think tank, universitaires, gens proches de l'appareil de renseignement, selon lequel ce n'est qu'une question de temps. Et évidemment, qui va le faire tomber? En substance, les Américains vont trouver un moyen, de leur point de vue, de le jeter sous le bus, au grand désespoir des Européens. Et cela rejoint ce dont nous parlions il y a quelques minutes. Le scandale de corruption. Les Européens doivent tout faire pour étouffer ce scandale, car ils savent qu'il finira par éclater à Bruxelles en tant que principal donateur de l'Ukraine. Et tout le monde savait dès le début qu'ils avaient affaire à une organisation mafieuse, une méga mafia à Kiev. Les oligarques, les néo-nazis, les conseillers, vous voyez le genre. Différents secteurs, vous savez. Et évidemment, ils ne veulent pas du NABU qui enquête sur cette affaire particulière de 100 millions de dollars,
ce qui est en fait une broutille. Ils ne veulent pas que cela continue et ils exercent des pressions pour clore l'enquête qui n'a même pas encore vraiment commencé, vous savez. Alors on en revient à, d'accord, qui est le prochain? C'est bien là le problème. Il n'y a pas de prochain. Pendant un temps, on l'a même présenté dans ces séances photo glamour en noir et blanc de Vogue comme une sorte de solution. Mais tout le monde sait que Saludi est l'homme du Mi-6. Ce n'est pas l'homme de la CIA, ni celui des Américains, ni celui de l'État profond. Donc ce ne sera pas lui, parce que ceux qui organisent cette transition, entre guillemets, ce sont les Américains. Nous nous retrouvons donc une fois de plus dans une situation de vide. Mais ils le savent ici. Ici, Nima et notre public, le niveau de compréhension de la situation à Kiev et dans le reste de l'Ukraine est très élevé. Ils suivent tout, ils savent tout ce qui se passe, ils ont bien sûr leurs propres informateurs, cellules, et ainsi de suite, sans parler des Ukrainiens qui font défection en permanence, ou de ceux qui ont réussi à quitter le pays et ont de la famille ici, en Russie. Donc vous voyez, ce sont, disons, des familles binationales, on peut le dire ainsi. Les échanges d'informations sont absolument de premier ordre. Ils ne se font donc aucune illusion sur ce qui se passe là-bas, tandis que cette clique mafieuse à Kiev nourrit toutes sortes d'illusions à propos des Américains, des Européens et aussi des Russes. C'est donc très inégal. Le niveau d'information et la manière de traiter cette information sont très inégaux. Mais ici, dans l'ensemble, on perçoit une atmosphère de « nous continuons à faire ce que nous faisons, même si cela doit durer éternellement ». Ce que nous faisons sur le champ de bataille, c'est ce que nous avons décidé de faire dès le premier jour sur le champ de bataille, n'est-ce pas? Nous sommes en train de démilitariser non seulement l'Ukraine, mais l'ensemble de l'OTAN en même temps. Cela va continuer. Il n'y a pas de discussion détaillée sur les territoires. Je vais donner un autre exemple. L'un des autres entretiens que nous avons eus hier était avec le général Apti Alaoudinov. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Le type responsable de la région de Kursk, c'est bien ça. non, il vient de Tchétchénie, d'Akhmat. Il était le chef de l'armée dans la région de Kursk. À Kursk, oui, mais en réalité, Akhmat est une force d'élite tchétchène qui, bien sûr, opère sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie, ainsi qu'au Donbass. Nous lui avons posé la question directement. En fait, je lui ai posé une question provocatrice. Je lui ai demandé sans détour où l'opération militaire spéciale devrait-elle s'arrêter? À Odessa? Et il a donné une réponse très détaillée, calme et réfléchie, sans dire explicitement Odessa, mais en affirmant essentiellement que toutes les terres russes devraient revenir à la Russie. Tout le monde comprend ce que cela veut dire. Voilà, tout est là. Nima, ce qui est remarquable, c'est que cela vient de l'un des plus hauts commandants militaires russes, non seulement aujourd'hui, mais depuis plusieurs décennies. Cet homme est au sommet en matière de sciences militaires et de réalisation. Il a parlé de l'opération des gars passant par les conduites iraniennes et apparaissant de l'autre côté. Il en a parlé aussi, et il n'est pas prétentieux. Vous savez comment il se décrit? Il nous a dit, écoutez les gars, je suis un soldat. En plus de cela, sa modestie et sa force de caractère étaient très impressionnantes à observer. Vraiment très impressionnantes. Et c'était en fin de journée. Il avait eu des réunions toute la journée, il était fatigué, il devait être quoi? Environ 19 heures après une journée complète, et pourtant il est resté 1 heure avec nous. De son point de vue, il appréciait l'échange avec des étrangers, bien sûr, avec des étrangers en visite en Russie. Mais quand on considère l'ensemble, un soldat de premier ordre, décoré au plus haut niveau, et l'homme et la personnalité derrière tout cela, il est évident qu'ils font ce qu'il faut avec les bonnes personnes, et ils ne sont pas pressés. Voilà.
and they're not in a hurry. There you go. You know who is in a hurry, right? Vous savez qui est pressé, n'est-ce pas? La mafia criminelle et corrompue de Kiev. Et vous savez qui veut dissimuler ou masquer toutes les horreurs qu'elle a commises à Kiev et contre son propre peuple à travers l'Ukraine. Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, dans les années 1990, l'Ukraine comptait environ 50 millions d'habitants. D'après les meilleurs chiffres actuels, savez-vous quelle est la population de l'Ukraine aujourd'hui? J'ai eu une autre estimation aujourd'hui qui le confirme, 19 millions. Je pensais que ce serait 20, peut-être 22 millions. Non, 19. Et 19 qui continue de baisser sans cesse. Ce n'est pas un 19 stable. Non, 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 c'est 19 et ça continue de diminuer. C'était un peu plus de 20 il n'y a pas si longtemps. C'est donc un cas extraordinaire de destruction et de dépeuplement d'une nation entière, qui désormais n'est plus vraiment une nation et ne survivra si elle y parvient qu'en tant que nation résiduelle. Une chose d'ailleurs, personne n'a mentionné que la conquête du territoire irait jusqu'à la Transnistrie, fermant ainsi la mer Noire à l'Ukraine. C'est une hypothèse de travail, quelque chose dont on discute dans certains cercles ici. Il y a des gens qui sont, comment dire, pas agressifs, mais plus patriotes, plus nationalistes. Et en termes de stratégie, disons-le, pour couper la tête du serpent, il faut se débarrasser du serpent pour de bon. Et pour se débarrasser du serpent, le serpent, ce n'est pas seulement Kiev, le serpent, c'est l'OTAN. Il faut garantir le contrôle de la mer Noire par la Russie, en considérant que l'enjeu de la mer Noire était, est et restera la clé de tout ce que l'OTAN fait depuis des décennies. Cela ne vient pas seulement du Maïdan et du vœu pieux qu'il pourrait envoyer un commando et prendre le contrôle de Sébastopol. Non, non, non. Cela vient de la réflexion de l'OTAN déjà dans les années 90. Pour vous donner une idée, c'est profondément ancré dans la mentalité de l'OTAN. Et cela nous amène à une autre annonce officielle allemande. Nima et vous tous, préparez-vous. Le ministre allemand de la Défense vient d'annoncer, je crois hier ou avant-hier, que la Russie allait entrer en guerre avec l'OTAN en 2029, en 2028 ou peut-être l'année prochaine. Alors vous savez, pour se souvenir de Frank Zappa, je suis sûr que beaucoup d'entre vous s'en souviennent, la torture ne s'arrête jamais. Non, maintenant c'est différent. La matrioshka de la stupidité ne s'arrête jamais. Oui, nous avons entendu la même chose de la part des Français, Pepe. Ils parlent du chef d'état-major français. Les Français, j'ai vu quelque chose il n'y a pas longtemps, je ne me souviens plus où. C'était encore plus absurde. Quelque chose du genre, nos enfants doivent être sacrifiés. Exactement, il a dit la même chose. Oui, c'était ça. Chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, en termes de QI, bien sûr, c'est une projection de faible QI, que ce soit un fonctionnaire en Allemagne, en France ou même en Italie. En Italie, ils disent des bêtises, mais comme l'Italie n'a aucune projection internationale, personne ne les lit. Il faut lire l'italien pour savoir ce qu'ils disent. Et depuis Bruxelles, c'est encore pire chaque fois qu'ils ouvrent la bouche. Mais au quotidien, tout est imbriqué. Le scandale en Ukraine, la stupidité qui atteint des sommets, leur peur que la corruption finisse par arriver à Bruxelles et qu'il y ait une connexion directe entre Kiev et Bruxelles, dans, je dirais, un cirque ou un tourbillon de corruption, et le fait qu'ils soient complètement mis à l'écart par les Américains. Quel que soit le plan en 28 points ou le plan en moins 32 points, une seule chose les unit tous. Il n'y a pas d'Europe. Zéro contribution, vision, proposition ou influence européenne, quoi que ce soit. Pepe, juste avant, je suis vraiment désolé les gars, mais je dois juger après. Tu me l'as dit oui. Pepe, en regardant l'OCS,
Nous avions le vice-président iranien, les Chinois tous ensemble. Comment vois-tu l'OCS aujourd'hui, surtout avec les derniers événements qui se sont produits récemment? Eh bien, j'en ai longuement parlé, même avant Tianjin, ce qui ne remonte qu'à 3 mois, quand on y pense. C'était le sommet des chefs d'État. Le sommet de cette semaine ici, à Moscou, au début de la semaine, était le Conseil des chefs d'État. Nous avions donc beaucoup de numéro 2, certains ministres des Affaires étrangères. Jaishankar, de l'Inde, était ici en tant que ministre des Affaires étrangères, mais nous avions, par exemple, le Premier ministre de Chine, Li Qiang. Nous avions aussi le vice-président de l'Iran, Aref. C'était donc vraiment au plus haut niveau, et bien sûr, Poutine s'est entretenu avec tous. Et cela, si je ne me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, je vous en prie, c'était la première fois que Poutine déclarait officiellement que l'OCS est essentiellement un bloc de puissance. Ouais, Waouh, c'est immense. Poutine ne pèse pas ses mots à la légère. Non. Mais ce qu'il dit en substance, c'est qu'il s'agit d'un bloc de puissance réunissant les acteurs les plus importants d'Eurasie. Peut-être qu'il n'en manque qu'un, la Turquie. Pourquoi? Parce que personne ne fait confiance à Erdogan. Mais en gros, c'est la crème de la crème, la majeure partie de l'Eurasie, agissant comme un bloc de puissance, assise à la même table, discutant non seulement de sécurité mais aussi de géoéconomie, d'investissement et de la création d'une banque de développement de l'OCS, très, très important, que nous espérons plus efficace que la banque des BRICS, la NDB. Et encore une fois, j'avais un dossier sur la NDB et ce n'est pas très encourageant. C'est tout ce que je peux dire. Sujet extrêmement sensible, donc très important. Au début de cette semaine, l'un de mes premiers entretiens a été avec Sergueï Glaziev. Nous pouvons maintenant dire qu'il y a aussi un élément d'amitié. Il nous a invités dans son bureau, en tant que chef de l'État de l'Union, entre la Russie et la Biélorussie. C'est vraiment, vraiment important. Et nous avons eu une conversation très large, dont une grande partie était officieuse, y compris une discussion sur la NDB. Mais nous parlions des prochaines étapes de ce qu'on appelle, sans le nommer, la dédollarisation, et de ce que, selon Glaziev, les Américains pourraient faire pour tenter d'effacer leur dette de 38 000 milliards et plus, n'est-ce pas? C'était donc une conversation remarquable. Glaziev considère le tableau géoéconomique dans son ensemble et il a des idées pour les BRICS, non seulement pour l'État de l'Union, mais aussi parce que les deux sont membres de l'OCS. Et la Biélorussie est un partenaire des BRICS. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous s'en souviennent, mais Loukachenko a été le premier chef d'État à dire, si je ne me trompe pas, l'année dernière, qu'à terme, les BRICS et l'OCS finiraient par fusionner, ce qui a parfaitement du sens, car il s'agit d'une fusion de l'élite des BRICS, y compris des partenaires des BRICS, dont certains sont membres de l'OCS, par exemple l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Nous sommes donc déjà en train d'y arriver. Ce sont deux trains à grande vitesse roulant en parallèle, et peut-être qu'un peu plus loin, ils fusionneront et se retrouveront sur la même voie. Il y a donc des éléments prometteurs dans tout cela. Mais il reste encore beaucoup de travail. Par exemple, il y a maintenant une nouvelle discussion autour de BRICS Pay, qui est une manière de contourner SWIFT petit à petit. Cependant, les tensions internes au sein des BRICS et le fait que certains craignent davantage que d'autres les sanctions américaines et que certains soient moins motivés que d'autres à se détacher de SWIFT signifie que la route pourrait être longue. Je dirais que c'est là l'aspect négatif de tout cela. BRICS Pay est essentiellement lié à l'agenda mondial 2030 de l'ONU, ce qui est une véritable honte, car il a été dicté à l'ONU par Davos, par le Forum économique mondial.
Ils ont conclu un accord en 2019, avant le Covid, Davos et l'ONU. Et c'est de là que vient l'agenda 2030 de l'ONU. Donc les BRICS doivent se dissocier de tout ce qui est lié à l'ONU. C'est juste pour vous donner une idée de la complexité de toute la situation et de la manière dont il faut démêler toutes ces relations en même temps. Muito obrigado, Pepe. Muito obrigado a você. Désolé, Nima, pour le début, mais je viens de 2 dîners et de 4 interviews aujourd'hui. Autrement dit, tu imagines ma tête prête à exploser. Les gens ne comprennent peut-être pas, mais nous comprenons comment nous communiquons ainsi. Exactement. Nous comprenons que ça puisse être difficile. N'oubliez pas, il est presque minuit ici après une journée qui a commencé à 8 heures du matin, et ça a été une journée bien remplie. Évidemment, vous êtes fatigués, mais j'essaie toujours de faire un effort pour vous parler, à vous et à notre public, même s'il est minuit, 1 heure du matin, peu importe. Vous méritez tout, les gars. Tout le meilleur. Santé. Santé.